Je vais à présent inviter Darlene de l'IFAC, qui est venue spécialement pour cela, nous présenter, pour cela et pour l'après-midi, pour nous présenter les standards des obligations des membres de l'IFAC, tels que révisés lors du dernier conseil d'administration au mois de février. Bonjour à tous et merci beaucoup encore une fois à la FIDEF de m'inviter afin de vous présenter la version révisée des déclarations des obligations des membres. Donc, elles sont communément appelées les SMO. Donc, les SMO constituent le cadre pratique qui permet aux ordres de renforcer la qualité de la profession, de soutenir la confiance du public et d'apporter davantage de valeur à leurs membres ainsi qu'à l'intérêt général. Donc, les SMO, comme vous le savez, sont mis en œuvre au travers du programme de conformité, qui constitue l'un des moyens les plus concrets par lesquels l'IFAC soutient ses organisations membres à travers le monde. Dans le cadre de ce programme, nous collaborons directement donc, avec les ordres pour comprendre comment elles mettent en œuvre les normes internationales, comment elles sont adoptées, comment elles sont mises en œuvre, mais aussi essayer de comprendre les défis qui existent et déterminer comment l'IFAC peut mieux les accompagner dans les progrès réalisés. C'est ainsi que la conformité devient en fait un véritable levier de renforcement de la profession comptable à l'échelle mondiale. Donc, au cœur de cette démarche se trouve la proposition de valeur des membres de l'IFAC. Donc, l'IFAC rassemble et unit ses membres afin de faire de la profession une véritable profession mondiale. Nos organisations membres sont les porteuses des valeurs d'intégrité et de qualité professionnelle. Et ensemble, nous œuvrons à façonner l'avenir de la profession grâce à l'apprentissage, l'innovation, à une voie collective et un engagement envers l'intérêt général. Donc, les SMO constituent l'une des manifestations les plus concrètes de cette proposition de valeur. Et c'est une façon dans laquelle on la met vraiment en pratique. Et ils offrent un cadre commun qui contribue à garantir la cohérence, la crédibilité et la confiance entre les différentes juridictions. Donc, je vais revenir un petit peu sur le programme de conformité. Donc, les membres et les membres associés de l'IFAC sont tenus de participer au programme de conformité et afin de démontrer qu'elles répondent aux exigences d'adhésion de l'IFAC. Donc, le programme vise à communiquer comment les exigences des SMO sont remplies par les membres. Pour les associés, le programme permet aussi d'aider à démontrer leur progression vers leur statut de membre. Donc, le programme de conformité évalue si les membres répondent aux exigences des SMO. Il encourage les membres et les associés à se conformer aux normes internationales et il constitue la base d'évaluation du progrès qui sont réalisés dans l'adoption et la mise en œuvre des normes internationales. Donc, toutes les réponses des membres sont publiées sur le site web de l'IFAC et le programme de conformité, en fait, soutient la valeur apportée aux membres de 4 manières très importantes. Donc, d'une première façon, c'est tout d'abord le soutien. Donc, elle fournit des directives qui contribuent au renforcement des systèmes et encouragent la mise en œuvre des normes internationales. Elle renforce la crédibilité car les SMO définissent un cadre mondialement reconnu et aligné dans l'intérêt public. Elle renforce également la pertinence en aidant la profession à rester tournée vers l'avenir, notamment dans les domaines tels que la durabilité et l'évaluation des compétences. Et ensuite, elle facilite la connexion en créant une plateforme qui favorise l'engagement, l'apprentissage entre les pairs et permet également de partager les progrès qui sont réalisés partagés au sein de la profession. C'est pourquoi les SMO ils doivent être considérés vraiment comme un outil stratégique et non pas seulement comme une exigence de reporting vis-à-vis de l'IFAC. Donc, la valeur des SMO peut être envisagée à 3 niveaux. Donc, tout d'abord, pour l'intérêt général, parce qu'elle renforce la confiance, la transparence, la cohérence en matière d'information financière et d'assurance. Au niveau des ordres, elle permet d'offrir un cadre mondialement reconnu qui favorise la crédibilité et la redevabilité.
tout en aidant les organisations à interagir plus efficacement avec les régulateurs, les gouvernements et les autres parties prenantes. Et troisièmement, au niveau national pour les experts comptables, elle contribue à garantir que ces derniers disposent des compétences pertinentes, de garantir des hautes qualités et adaptées aux défis du futur, et notamment en matière de durabilité et de pratiques éthiques. Ainsi, lorsqu'on parle de SMO, nous parlons en réalité du renforcement des ensembles de l'écosystème professionnel. Donc, essentiellement, la première chose que nous évaluons lorsqu'on parle des SMO, c'est l'adoption des normes internationales. Donc, comment est-ce qu'on définit l'adoption? L'adoption des normes internationales peut prendre différentes formes selon les juridictions, mais elle peut se concrétiser seulement par leur mise en œuvre. Donc, cela peut passer par l'adoption d'une loi, de la réglementation, la transposition d'une directive, la convergence. Donc, comment nous évaluons l'adoption? Donc, il y a différentes catégories lorsqu'on revoit les normes internationales. Donc, une peut être considérée comme adoptée. Cela signifie que ces dernières normes internationales sont appliquées de manière cohérente. Le statut de partiellement adopté peut refléter l'utilisation de versions antérieures ou d'un champ d'application limité d'une norme ou d'une application incomplète. Le statut de non adopté signifie que les normes ne sont pas alignées sur les normes internationales ou qu'elles ne sont pas du tout adoptées. Donc, pour l'assurance qualité et pour l'enquête et la discipline, l'accent est mis sur le fait de savoir si le système une mise en œuvre effective. Et l'adoption reflète en fait l'existence d'un cadre de référence juridique dans un pays, tandis que la réalisation des SMO montre comment les ordres doivent démontrer qu'ils soutiennent concrètement la mise en œuvre dans la pratique. La mise en œuvre des normes internationales, elle requiert la mise en place de différentes actions par les organismes professionnels comptables. Donc, par exemple, la diffusion des normes aux membres, l'élaboration de guides, l'organisation de formations, la promotion et la communication autour des normes qui sont adoptées. Donc, ce schéma, il est intégré dans le texte SMO et il présente la manière dont les obligations contenues dans les SMO doivent s'appliquer aux ordres professionnels comptables. Donc, l'objectif est de garantir une évaluation équitable qui est fondée sur le rôle réel que l'ordre a dans sa juridiction. Donc, on sait que tous les ordres n'ont pas le même niveau de responsabilité. Certains ordres ont une responsabilité directe en matière d'adoption et de mise en œuvre de certaines normes internationales. D'autres partagent cette responsabilité avec une autre autorité, avec un régulateur ou avec un ministère. Et certaines ne disposent pas d'aucune autorité directe. Donc, dans ces cas-là, par exemple, la réponse, en fait, repose sur l'utilisation d'un principe qu'on appelle l'utilisation des moyens adéquats. Donc, les moyens adéquats signifient que l'ordre doit démontrer, lorsqu'ils soumettent des informations dans leur plan d'action, qu'ils utilisent tous les moyens adéquats pour encourager l'adoption de la norme internationale. Donc, par exemple, ils doivent démontrer qu'ils font du plaidoyer, qu'ils offrent des contributions techniques, qu'ils font des offres de formation à leurs membres, qu'ils organisent de la sensibilisation pour encourager l'adoption de cette norme internationale dans leur juridiction. Donc, par exemple, si votre organisation est responsable de l'adoption et de la mise en œuvre des normes d'audit, elle doit démontrer qu'elle prend toutes les mesures nécessaires afin de faciliter sa mise en œuvre dans sa juridiction. Donc, il y a une offre de formation, elles organisent des événements de sensibilisation, etc. Mais si, par exemple, prenons par exemple pour la SMO 5 qui a à voir avec les normes du secteur public, votre organisation n'a pas de responsabilité directe, elle doit démontrer qu'elle fait du plaidoyer auprès du gouvernement pour encourager l'adoption de la dernière version des normes du secteur public. Et donc, elle doit offrir, par exemple, l'assistance au gouvernement pour encourager l'adoption de ces normes. Et dans des circonstances exceptionnelles, on peut également accepter qu'un ordre s'écarte en fait du contenu des SMO en fonction en fait du contexte de la juridiction. Donc toutes ces informations en fait sont collectées
dans le contexte du programme de conformité. Et il permet en fait de générer pour l'IFAC des informations qui nous permettent de comprendre en fait quelles sont les tendances régionales, quelles lacunes existent dans certaines juridictions. Elles mettent en évidence en fait les défis qui sont communs à plusieurs ordres et nous permettent aussi d'anticiper et de commencer à identifier les risques qui existent également. Ça nous permet aussi de valoriser en fait les bonnes pratiques et de compter sur des exemples de réussite. L'application, oui. Et elle permet aussi également d'orienter en fait nos stratégies et de prioriser en fait le développement d'outils ou de ressources pour les membres et permet de cibler le soutien apporté aux membres. Et les données, en fait, constituent vraiment un outil, un atout stratégique pour l'IFAC au service, qui permet vraiment d'être au service plus proche, en fait, de nos membres. Donc, là, maintenant, je vais parler un petit peu plus de la dernière révision de ces SMO. Donc, la dernière version de ces SMO a été publiée en avril de l'exposé après, comme c'est en machine qui pourrait pour une période de 120 jours. On a reçu une réponse sur cette consultation. On a déjà porté sur le système d'assurance qualité avec les normes de la gestion de la qualité. Elle a aussi porté sur la clarification des attentes concernant l'adoption et la mise en œuvre des normes internationales pour les audits d'auditeurs qui étaient peu complexes, les ISA pour également porté sur la mise en place de voies d'accès plus flexibles à la profession. Elle a également formalisé en fait l'adoption de l'ensemble des normes IFRS, y compris les International Sustainability Standards, donc les normes S1 et S2. Donc, le feedback qui a été reçu a été approuvé par le conseil d'administration de l'IFAC en février 2026. Donc, J'ai déjà fait. tu veux que je le mette? Non, c'était filmé, c'était sur Teams. Cette nouvelle version des SMO est en vigueur au 1er avril 2010. Donc, pour rappel, donc, les SMO couvrent les principaux domaines qui soutiennent une infrastructure comptable forte et durable. Donc, l'assurance qualité, la formation, l'audit, la déontologie, la comptabilité du secteur public, l'enquête et la discipline, ainsi que l'information financière. Donc, la révision des SMO de 2026 n'a pas modifié la structure générale. Elles ont juste actualisé leur contenu afin de réitérer les évolutions de la profession, notamment en matière de la gestion de la qualité, la durabilité, l'évolution des compétences et les attentes plus claires en fait autour de la mise en œuvre de ces changements. Donc maintenant, je vais présenter en fait les changements qui ont été élaborés SMO par SMO. Donc la SMO 1 est une norme en elle-même qui fournit en fait les principaux éléments que doit comporter un système d'assurance qualité. Donc le système d'assurance qualité doit être établi et mis en œuvre de façon durable et le périmètre des revues doit être défini de manière appropriée. Donc la précédente version 2011 mettait sur l'axe les revues externes d'assurance qualité. Elle encourageait l'alignement avec la norme ISQC1 et définissait les cycles de revue, la couverture et le processus d'inspection. Donc, la version révisée de 2026, il s'agit d'un changement d'approche. Donc, on passe d'une logique de conformité et d'inspection à une logique d'amélioration continue et de la gestion de la qualité. Donc, ça, c'est l'évaluation principale pour la SMO. Pour la SMO 2, donc la SMO 2 porte sur les normes internationales de formation. Donc, chaque organisation définit les conditions d'accès à la profession comptable. Si elle n'en a pas la responsabilité juridique, elle doit promouvoir les International Education Standards auprès des institutions qui sont responsables.
Donc, auparavant, l'accent était principalement mis sur l'adoption des normes internationales et sur les exigences qui étaient structurées en matière de formation. Ces éléments restent importants, mais la SMO révisée reflète désormais une vision plus large et qui est davantage tournée vers l'avenir en ce qui concerne les compétences professionnelles. Donc, une plus grande importance est désormais accordée à la flexibilité des points d'entrée et des parcours d'accès à la profession. Donc, cela est essentiel car la profession doit maintenant attirer et retenir des talents qui sont issus de divers horizons, tout en maintenant des normes élevées de qualité. Donc, une autre évolution majeure réside dans l'intégration des compétences liées à la durabilité dans les acquis d'apprentissage, en particulier pour les IES 2, 3 et 4. Et la SMO révisée reconnaît également que les compétences fondamentales en matière d'assurance, y compris celles liées aux informations d'assurance relatives à la durabilité. Et elle a une entrée en vigueur au 1er juillet 2026. Donc, le message principal aux ordres est donc que la formation ne se limite plus uniquement aux connaissances techniques traditionnelles. Elle vise également à préparer les experts comptables à évoluer dans un environnement qui est en mutation, notamment en matière de durabilité, de technologie, de sens des affaires, et tout ça pour répondre adresser au 3. Donc, la précédente version des SMO mettait l'accent sur l'adoption qui doit être souligné. Donc, le changement concerne les normes qui sont sous-jacentes et non la SMO en elle-même. Donc, la SMO n'a pas changé, mais les normes auxquelles elle fait référence ont évolué. Donc, la SMO demeure stable, tandis que les normes continuent d'évaluer. Donc, cela signifie que les ordres, en fait, doivent continuer à soutenir l'adoption et la mise en œuvre des normes ISA. Elles doivent se préparer aux normes émergentes, notamment celles qui sont liées à l'assurance en matière de durabilité, et elles doivent pouvoir accompagner en fait les membres dans les actions de sensibilisation, de formation et d'orientation pour la mise en œuvre de ces nouvelles normes. Donc la SMO demeure stable, tout en conservant en fait une certaine flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des normes mondiales. Donc la SMO 4 qui porte sur le code de déontologie. Donc la SMO 4 requiert l'adoption du code de déontologie de l'ISBA ou exige l'adoption de normes qui ne soient pas moins rigoureuses que celles qui sont définies dans le code de déontologie de l'ISBA. Donc, aucun changement fondamental non plus n'a été apporté à l'exigence principale. Les organisations membres de l'IFAC demeurent tenues de soutenir l'adoption et la mise en œuvre des exigences de déontologie qui ne sont pas moins strictes que celui du code de l'USBA. Cependant, la SMO révisée tient compte également des évolutions des normes sous-jacentes, notamment de celles des nouvelles dispositions relatives à l'éthique et l'indépendance en matière de durabilité. Ça, c'est particulièrement important car la formation et l'assurance en matière de durabilité soulèvent des nouvelles considérations éthiques pour les experts comptables, les cabinets et les ordres professionnels comptables. Donc, les fondements de la SMO 4 demeurent inchangés, mais son application évolue et les ordres devront accompagner en fait leurs membres afin qu'ils comprennent comment ces exigences en matière d'éthique et d'indépendance s'appliquent à ces nouveaux domaines de services professionnels. Donc, la SMO, passée à la SMO 5, qui, elle, porte sur les normes comptables internationales du secteur public. Donc, historiquement, cette SMO était axée sur la promotion et l'adoption des IPSAS et sur le soutien à l'utilisation des normes comptables publiées par l'IPSASLI. Donc, la SMO révisée élargit désormais son champ d'application afin d'inclure les normes de reporting en matière de durabilité de l'IPSASB, dont l'entrée en vigueur est prévue à compter du 1er janvier 2028. Et Yacouba, hier, nous a présenté de manière élargie, je pense, toutes ces nouvelles normes. Donc, il s'agit d'un signal important. Donc, le reporting en matière de durabilité ne concerne pas uniquement le secteur privé,
Les gouvernements et les entités du secteur public font également face à des attentes croissantes en matière de transparence et de publication d'informations comparables et utiles à la prise de décision concernant la durabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les ordres? Donc, les ordres, en fait, leur rôle va varier en fonction de différentes juridictions. Si le gouvernement a adopté ou n'ont pas adopté ces normes de durabilité, mais également si les ordres ont un rôle dans l'adoption des normes comptables du secteur public. Mais dans ce cas-là, on vous encourage à utiliser en fait le schéma que je vous avais montré tout à l'heure, où les ordres sont encouragés à utiliser les moyens adéquats afin d'encourager l'adoption et de faire du plaidoyer auprès des gouvernants de normes et de règles professionnelles par le monde. La version de 2011, en fait, mettait l'accent sur la mise en place d'un système formel d'enquête et de discipline. Elle définissait une structure claire et prévoyait le respect des procédures régulières et la séparation des fonctions d'enquête et de discipline. Et elle définissait également, en fait, exiger l'existence et l'équité, en fait, du système d'enquête et de discipline. La révision de 2026 n'apporte pas, en fait, de changement structurel majeur, mais elle introduit principalement des mises à jour rédactionnelles afin d'améliorer la clarté et la cohérence du système. Donc, la principale amélioration concerne en fait le renforcement du lien entre le processus en fait d'assurance qualité et la procédure d'enquête et des disciplines. L'assurance qualité, en fait, lorsqu'elle identifie des risques, tandis que les mécanismes d'enquête et des disciplines vont garantir la redevabilité et les actions correctives. Cela signifie que pour les ordres professionnels comptables, ils doivent mettre l'accent sur l'existence du système et s'assurer en fait de l'efficacité et de l'interaction entre le système d'assurance qualité et les procédures d'enquête et discipline. Donc, il y a une importance accrue qui a été la mise en œuvre de cette SMO par les ordres membres de l'IFAC. On va mettre à jour en fait l'outil d'auto-évaluation qui est en place afin de pouvoir assurer que les ordres membres de l'IFAC puissent s'assurer de la mise en œuvre de cette nouvelle SMO. Donc, enfin, on va passer à la SMO 7. Donc, la précédente version de la SMO 7 mettait l'accent sur l'adoption des normes IFRS de comptabilité publiées par l'ISB. Elle avait également une approche qui était centrée principalement sur l'information financière. Donc, la nouvelle version des SMO élargit le champ d'application afin d'inclure les normes IFRS d'information sur la durabilité qui ont été publiées par la SSB. Donc, ces normes relatives à la durabilité ont été publiées en 2023. Donc, leur entrée en vigueur concerne les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de leur adoption par chaque juridiction. Donc, cela signifie pour les ordres qu'ils sont encouragés à continuer à soutenir l'adoption des normes IFRS. Ils doivent renforcer la sensibilisation et renforcer les actions de renforcement des capacités de leurs membres sur tout ce qui a à voir en termes des normes de reporting de durabilité. Ils doivent soutenir la mise en œuvre grâce à des orientations et des formations adaptées pour leurs membres. Donc, la prochaine étape pour l'IFAC, ça va être d'évaluer la manière dont on va intégrer ces normes de durabilité dans la définition de l'adoption. Et on va également mener des consultations avec le comité de normalisation afin de comprendre comment les ordres sont en train d'intégrer et de former leurs membres sur ces nouvelles normes. Donc, dans l'ensemble, en fait, il s'agit d'un passage d'une approche centrée uniquement sur l'information financière vers une vision plus large du reporting d'entreprise qui intègre à la fois les informations financières et les informations de durabilité. Donc, quelles sont les implications générales donc, pour les ordres de ces nouvelles SMO?
Donc, premièrement, en fait, l'adoption continue des normes internationales demeure essentielle. Donc, les ordres doivent continuer à suivre les nouvelles normes ainsi que les normes révisées. Elles doivent continuer à soutenir leur adoption en temps opportun lorsqu'elles disposent d'une influence ou d'une responsabilité en la matière. Deuxièmement, la durabilité est désormais intégrée dans l'ensemble des CMO. Donc, elle n'est plus considérée comme une question isolée. Elle fait partie intégrante de toutes les normes et elle a des incidences à tous les niveaux sur la formation, l'éthique, l'assurance, le reporting du secteur public, la formation financière. Troisièmement, le principe des moyens adéquats demeure central. Lorsque les ordres ne disposent pas d'un rôle d'autorité directe, l'IFAC attend qu'elles exercent un rôle de plaidoyer, d'influence et de soutien, tout en démontrant des actions qu'elles entreprennent. Quatrièmement, les systèmes sont essentiels. Donc, l'assurance qualité, l'enquête et la discipline, la formation ainsi que la mise en œuvre des normes doivent être soutenus par des processus durables et non pas par des initiatives ponctuelles. Enfin, le reporting et la transparence, donc celui-ci continue, il doit être assuré à travers du programme de conformité. Et l'objectif n'est pas la perfection, mais la démonstration des progrès dans le temps et le partage transparent des défis rencontrés et l'utilisation des SMO comme une feuille de route pratique pour renforcer la profession. Donc, la prochaine étape, donc pour cette diapositive, en fait, on souhaite partager quelques-unes des prochaines étapes clés, maintenant que les CMO révisés sont entrés en vigueur. Donc, on est en train de mettre à jour les listes d'auto-évaluation, comme j'ai mentionné, pour l'assurance qualité, celles qu'on va voir avec les normes d'éducation internationale, ainsi que celles relatives à l'enquête et la discipline, afin de les aligner aux exigences révisées dans cette nouvelle version des SMO. On poursuit également nos travaux d'évaluation des méthodologies d'adoption applicables aux nouvelles normes liées à la durabilité dans le domaine que le reporting d'entreprise, l'assurance, la déontologie et le reporting du secteur public. Parallèlement, on a mis en place également des consultations plus larges sur la modernisation du programme de conformité. Et donc, nous avons sollicité plusieurs membres de la FIDEP afin qu'ils puissent y participer. Enfin, je souhaite souligner que l'IFAC demeure pleinement engagé à accompagner ses membres tout au long de cette transition. Et ces révisions vraiment n'ont pas pour objectif de créer une pression inutile, mais plutôt de fournir une nouvelle feuille de route pratique afin de renforcer l'ensemble de la profession. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je n'hésite pas à me poser des questions. Ça démontrait un peu notre engagement à aller dans le sens d'une comptabilité qui est proche des IPSAS dans un premier temps et ensuite l'éveil, la vulgarisation des normes IPSAS. Et aujourd'hui, l'un des éléments, par exemple, que nous mettons en avant dans notre plan d'action, c'est le fait que le pays, l'ordre a nominé quelqu'un à l'IPSAS B et finance en fait la participation de cette personne aux travaux de l'IPSAS B. Et à l'échelle du pays, ensuite, nous faisons les activités de diffusion comme celles que nous avons faites hier. Et nous avons mis en place ensuite un petit comité transversal entre les membres de l'ordre et les membres du gouvernement sur les questions de la comptabilité publique. Donc, c'est ce type d'activité, je pense, qui est attendu par le service du programme de compliance. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Serge, je voudrais dire oui, madame, mesdames d'abord. Donc, on va. Oui, appelle-toi, Serge. Donne-moi juste le micro. La dame d'abord. Bonjour, Asmarty, vous n'êtes pas comptable de Pimoué. Merci pour la présentation. Je suis intéressée par le sujet mentoring qu'il a fait en partie objet de mon mémoire des services comptables. Du coup, je suis très intéressée par le sujet, par le degré de conformité des organisations membres de l'IFAC par l'accomplissement ou la mise en place, l'adoption et la mise en place des FMO. Ma question, par contre, quand j'étais en recherche dans le sujet, je me suis posé la question théorique ou philosophique, comme quoi, si un ordre quelqu'un qui veut adhérer à
à l'IFA, sans que pourtant il n'ait pu justement faire adopter les SMO, malgré qu'il ait fait les efforts ou utiliser les moyens adéquats pour les mettre en place ou pour les adopter. Comment vous faites pour l'évaluation d'une telle candidature auprès de l'IFA avec cette architecture-là? Parce qu'en l'occurrence, en Tunisie, par exemple, on a quelques SMO qui ont pu être adoptés ou maintenus, appliqués, et il y en a d'autres que l'ordre n'a pas pu justement mettre en place. Donc, voilà. Merci beaucoup. Darlene, tu réponds d'abord. Oui. Donc, en fait, ça revient en fait encore une fois au concept en fait de l'utilisation des moyens adéquats. Dans une certaine mesure, bien sûr, on va évaluer plus les activités, c'est-à-dire qu'on comprend que l'environnement en fait ne favorise pas l'adoption des normes, de la dernière version des normes. Mais ce qu'on va essayer en fait d'évaluer, c'est dans quelle mesure en fait l'ordre va mettre en place des activités pour encourager l'adoption de ces normes dans l'environnement. Je vais donner par exemple un exemple relatif aux normes de déontologie, par exemple, à l'adoption du code de déontologie. Donc, il y a certains environnements dans lesquels, par exemple, le code de déontologie en vigueur fait référence à une version plus ancienne du code de l'ISBA. Et la loi fait directement référence à une version plus ancienne. Ce qu'on fait, c'est qu'on encourage, en fait, bien sûr, lorsque le code est disponible, la dernière version du code est disponible, on encourage les ordres à offrir de la formation à la dernière version de ce code. Et dans certaines juridictions, par le biais en fait de l'autorégulation, encourager leurs membres à respecter la dernière version du code. Donc un système de self-regulation. Bien sûr, c'est pas idéal, mais on reconnaît qu'il y a des environnements dans lesquels les ordres ne vont pas forcément être dans la capacité de faire adopter les normes, mais par le biais de l'autorégulation, par le biais de passage de règlements, exiger par exemple que leurs membres fassent référence, par exemple, respectent dans leur activité la dernière version des normes ISA, appliquent le code la dernière version du code de l'USBA et encourager en fait cette pratique-là. C'est-à-dire que tant qu'ils continuent à offrir à vulgariser les dernières versions des normes, c'est ça qui est pour nous est le plus important, mais continuer aussi en parallèle à faire du plaidoyer auprès des parties prenantes, auprès des régulateurs, auprès des gouvernants, afin de faire évoluer en fait les normes plus vers les dernières versions des normes internationales. Merci beaucoup, Darlene. Merci beaucoup, Darlene. Je prenais encore la parole pour te remercier. Parce que je vais insister beaucoup là-dessus. Moi, c'est Serge Vincent, le président de notre Bénin. Merci. Bénin avait soumis sinon le Bénin depuis 2011, il était déjà membre associé. Oui, monsieur. Et ça fait bientôt 15 ans que nous cherchons à être membres, mais nous ne parviendrons pas. Et ce que nous avons fait, et c'est là où je tiens à te remercier, tu nous as entretenu pendant 2 heures avec toute l'équipe, pour les permanents de notre ordre. Et ceci nous a permis de mieux comprendre cette exigence. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui est simple. Puisque les ordres de l'espace UEMOA ne sont pas impliqués dans la mise en œuvre des normes, les moyens adéquats que nous devons identifier, mettre dans le dossier, pose des problèmes. Donc, je vais suggérer ce que nous sommes en train de faire pour voir si c'est un peu appréciable. Alors, nous, on est parti, je prends la durabilité. Nous cherchons d'abord si dans notre espace ou dans notre pays, est-ce qu'il y a des dispositions sur la durabilité? Quelle est notre capacité à mettre en œuvre ces exigences dans notre profession? Et si nous n'en avons pas, nous cherchons à faire un plaidoyer. Et c'est pour cela que je voulais demander à ce que les organes comme CNC, WADA, CTPC, qui sont
des institutions ou des organes qui doivent nous accompagner puissent nous aider à faire le relais, soit auprès des institutions comme la commission de l'UEMOA ou CNC de l'OADA, mais nous n'avons pas un accès direct à ces institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller faire le plaidoyer au niveau de CNCC OADA. Je ne peux pas aller faire le plaidoyer directement au niveau de CPPC. Ce n'est pas possible puisque c'est des organes qui sont communautaires. Et il faut un certain nombre de OPA pour pouvoir intervenir dans ces institutions. Donc, il ne nous reste qu'une seule alternative, intervenir dans notre pays. Voilà, donc, il va falloir que vous teniez compte de ces éléments pour pouvoir apprécier nos dossiers, sinon on risque d'avoir suffisamment de difficultés. Je prends le cas, par exemple, de la France. Ils ont des organes nationaux pour éditer leurs règles. Et même si cela descend des directives. Mais nous, ce n'est pas possible. Aucun autre pays de l'UEMOA ne peut à lui seul éditer une règle qui puisse prospérer, même dans son pays, déjà politiquement, ce n'est pas facile, et ensuite dans l'espace UEMOA. Donc, voilà ce que je veux apporter comme suggestion, et vous humblement demander à ce que vous voyez comment l'appréciation pourrait être sur le dossier. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on le prend en compte. Donc, ne vous en faites pas, on le prend en compte dans l'évaluation de dossier. On ne pénalise pas, en fait, les ordres basés sur la réalité, en fait, communautaire. Donc, le fait que vous ayez, tout passe par l'OADA, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans l'évaluation du dossier. Merci, Nana. Le Togo. Oui, merci. Je disais merci, Madame, pour cette présentation. Et merci aussi à Yakuba pour avoir partagé son expérience, avoir répondu à avec les meilleures inquiétudes, préoccupations. Et là, c'est par rapport à l'intervention du Serge. Est-ce que le fait, par exemple, d'être champion de la durabilité avec la PAFA peut aider à résoudre le problème de durabilité? Parce que vraiment, c'est un problème qui est là, qui est présent et qui fait que réellement, si on ne prend pas en compte les spécificités de chaque pays, et ce problème va se poser parce que c'est très nouveau et on ne peut pas légiférer sur ça et on travaille pour que l'organisme régional puisse légiférer, mais bon, c'est un peu difficile. Donc, est-ce qu'en participant aux activités de la PAFA sur la durabilité et en niveau d'information en interne, parce qu'on a un champion de la durabilité, tout ça, ça peut aider? Oui, bon, c'est quelque chose que je réalise, oui, j'aurais dû mentionner. Il est très important que vous appuyez sur les organismes régionaux tels que la PAFA, tels que la FIDEF, aussi pour encourager l'adoption et la mise en œuvre des normes internationales dans votre environnement. Je pense que ça aussi fait partie de leur rôle de vous appuyer en fait dans ces efforts dans vos juridictions. Donc, bon, je vais pas parler au nom de Alta, mais je suis sûre qu'elle serait d'accord. Et je pense que le président de la DIFAC est d'accord également. Oui. Donc, s'appuyer sur les organes régionaux est très, très important également. En fait, en tout cas, l'expérience que nous avons au Burkina, c'est que la participation aux activités régionales est extrêmement importante. Mais l'autre partie qui n'est peut-être pas explicitée, c'est qu'il faut trouver un moyen pour faire une liaison entre cette participation régionale et ce que vous faites dans le pays et l'impact que ça a sur le pays. Parce que ici, c'est l'ordre qui est évalué et comment nous pratiquons la profession au sein d'un pays donné et comment nous servons l'intérêt public. Donc, ce que nous faisons au niveau régional ou international, si nous n'arrivons pas à faire un lien pour que ça irrigue nos actions à l'intérieur du pays, ça va poser un problème. Et donc, pour moi, c'est bien de participer à ces activités, mais il faut trouver un moyen non seulement de former les membres, mais de s'assurer que ça joue sur les pratiques professionnelles dans le bon sens et faire cette démonstration dans le plan d'action. Je pense que c'est comme ça que ça peut être valorisé. Bien. Merci beaucoup, Yakoua. Je vais laisser la parole à Darlene pour un dernier mot de conclusion.
Moi, je voulais juste vous remercier encore une fois, la FIDEF, de m'avoir invité à faire cette présentation. Je voulais également encourager en fait tous les membres à nous contacter, ne pas hésiter à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur tous les éléments qui ont été mentionnés dans la présentation. Et je voulais également indiquer que bien sûr, ces nouvelles SMO, il y a de nouvelles exigences, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont changer en fait la manière dont on va vous évaluer. On va vous accompagner tout au long de cette procédure de mise en œuvre de ces nouvelles SMO. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Merci encore.